Si vous voulez bien, nous allons commencer ce colloque qui s'intitule « Vie psychique en cancérologie ». Quelle recherche avec un point d'interrogation. On va expliciter le titre tout à l'heure, mais si je me permets de prendre la parole, c'est en tant que président du comité d'organisation. Je vais cependant la céder tout de suite à Uriel Rosenboom qui préside cette matinée et qui va présenter les trois orateurs qui sont là pour l'ouverture du colloque. Je t'en prie, Uriel. Très bien. Merci beaucoup, Carléo. Bienvenue à tous dans cette merveilleuse salle, où en effet notre regard est à la fois pris par cette représentation de la réalité et que cette réalité se dérobe à nous immédiatement dans un esthétisme peut-être de bon aloi finalement. Nous allons tout de suite ouvrir donc ce colloque en vous présentant donc nos trois orateurs. D'une part donc Alain Vanier, qui est professeur à l'UFR d'études psychanalytiques Paris Diderot et qui est directeur donc du laboratoire du CRPMS, Centre de recherche psychanalyse, médecine et société. Il y a François Villa, professeur aussi à l'UFR d'études psychanalytiques et donc Paris Diderot. Il est vice-président de Paris 7. Pardon, non ? Ah, ça sert à rien, d'accord. Bon, écoute, je voulais le dire. Bon, il y a beaucoup de choses que je dis qui ne servent pas à grand-chose, mais ça me fait plaisir de le dire. Laisse-moi ce plaisir. Voilà, donc qui aussi est responsable de la branche, si on peut dire, de ce laboratoire autour de psychanalyse et médecine. Et Carléo Schwering, donc maître de conférence HDR, qui est l'organisateur de ce colloque et qui travaille plus particulièrement à l'hôpital Saint-Louis autour de la psycho-oncologie pédiatrique et hématologie. Voilà, écoutez, je vais vous laisser la parole. Alain Vanier, c'est à toi. Merci. Merci aux organisateurs et merci à vous d'être là. Je dois dire que je suis toujours ému quand je reviens à Saint-Louis, y compris dans ce musée des moulages. Alors, peut-être vous allez penser que j'ai une organisation psychique un peu particulière parce que être ému et heureux de retrouver les rougeurs, les pustules, les bubons, les chancres, les furoncles. Évidemment, il faut être fabriqué d'une certaine façon. Mais enfin, c'est là que j'étais externe, je me souviens, il y a très 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 longtemps, j'ose pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire il y a combien de temps. Dans cet hôpital Saint-Louis qui a toujours, et qui à mon époque en tout cas, à l'époque où il n'existait pas les nouveaux bâtiments du nouveau Saint-Louis. Je me souviens que la salle d'orthopédie, parce que c'était les salles, il n'y avait pas de chambre, la salle d'orthopédie voyait les pigeons se balader, parce que comme c'était un monument historique, on n'avait pas le droit de construire de plafond. Donc ils se baladaient sous les poutres et lâchaient leurs fientes sur les lits des malades, service de vide-voûte à l'époque. Cet hôpital a toujours été, me semble-t-il, au fond, un hôpital un peu paradoxal, divisé entre deux spécialités. Il y avait deux grands fiefs à Saint-Louis, depuis toujours. D'un côté l'hématologie et justement de l'autre côté la dermatologie. Il y avait d'autres services, mais enfin ceux-là dominaient. Et j'y ai toujours vu une sorte de symbole assez singulier, c'est-à-dire le fait que d'un côté il y avait une des disciplines les plus cliniques qui soit, la dermatologie. Si vous n'avez pas vu toutes ces choses, et d'ailleurs à des fins d'enseignement qu'aux alentours du début du XXe siècle, on a fabriqué ce musée pour que les étudiants en dermatologie puissent venir regarder tout ce qu'ils allaient avoir à connaître pendant toute leur carrière. Et puis de l'autre côté, l'hématologie, une pratique qui s'appuyait beaucoup sur ce qu'on appelait l'examen paraclinique, les examens complémentaires. Et ces deux pôles qui tendaient un peu l'expérience à Saint-Louis me semblent tout à fait représentatifs de quelque chose qui divise la médecine fondamentalement depuis l'origine, depuis en tout cas qu'elle est devenue la médecine scientifique à la fin du 19e, au début du 20e, à la fin du 18e, au début du 19e siècle.
on peut se souvenir, ces divisions sont multiples. L'un des premiers débats, si vous avez lu le livre d'Alain Supiot, ses derniers cours au Collège de France, l'un des débats les plus intéressants a eu lieu dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, autour d'un conflit que Bernoulli avait réglé en faisant appel au calcul des probabilités, qui était un conflit autour de la vaccination, alors ça tombe bien ici, contre la variole. Fallait-il vacciner les gens contre la variole? Parce qu'il y avait-il, médecine comme activité collective et sociale, le vaccin présentait des dangers, il allait tuer un certain nombre de gens, mais collectivement, il y avait un bénéfice à en attendre. Par contre, sur le plan singulier, évidemment, le destin était effectivement très différent. Et c'est un débat qui a agité l'Académie de médecine pendant très longtemps, jusqu'à ce que Bernoulli propose qu'on évalue le risque pour les vacciner sur le modèle des chances de gain à la loterie. C'était l'entrée du calcul des probabilités et des statistiques dans le champ de la médecine. Véritablement, ça a été un moment tout à fait important. Et cette tension entre la médecine comme activité sociale, dont les principaux représentants ont été tous les hygiénistes du XIXe siècle, et la médecine comme activité singulière, le domaine de la clinique, donc quelqu'un comme Claude Bernard s'était fait le champion par opposition aux hygiénistes, a été une autre tension qui a occupé le champ de la médecine. Et aujourd'hui, on est dans une médecine de protocole, protocolisée, qui a d'une certaine façon défait et brouille ses frontières, même si au fond ces deux pôles travaillent, me semble-t-il, toujours la pratique médicale et la pratique des médecins. Alors, Saint-Louis, c'est aussi un lieu d'exception précisément pour le travail qu'a engagé notre laboratoire, puisque ça a été un des premiers lieux, avec Necker, où des psychanalystes se sont engagés dans le travail avec les médecins. À Necker, c'était Ginette Rimbaud, à partir du service de Géné-Aubry. Ici, c'était Nicole Albi, qui travaillait avec Jean Bernard dans le service précisément d'hémato. Et elle avait introduit cette dimension tout à fait essentielle. Alors, c'est sûr que cette histoire de la psychanalyse en médecine a, me semble-t-il, au fond, a connu plusieurs étapes. Elle a démarré en particulier avec, alors c'était vrai pour Nicole Albi, mais c'était encore plus vrai pour Ginette Rimbaud. Elle a démarré pour traiter finalement la dépression, les difficultés subjectives des médecins face aux échecs de la médecine, puisque Ginette Rimbaud, essentiellement à Necker, travaillait dans la salle, avec les médecins qui s'occupaient des enfants atteints du syndrome d'Alport, dont vous savez que le destin était absolument, en tout cas à l'époque, sans espoir. Aujourd'hui, nous avons affaire au contraire à des questions paradoxales, à des butées éthiques dans le champ de la médecine, liées au contraire à la surpuissance ou au développement des techniques médicales qui créent des situations absolument inédites. Je pense bien sûr au travail que peut faire Catherine Vanier en néonatologie, c'est-à-dire jusqu'à quel poids et jusqu'à quel nombre de semaines doit-on réanimer des enfants dont on sait que des fœtus, dont on sait que la moitié va mourir et l'autre, celle qui ne mourra pas, la moitié présentera des séquelles neurologiques et physiques considérables, et celle qui ne présente pas de séquelles neurologiques et physiques considérables, la dernière moitié présentera des troubles psychologiques tout aussi importants. Donc voilà, question éthique tout à fait cruciale que règlent des arrangements juridiques, parce que précisément, sur ce terrain-là, ni la médecine, ni d'ailleurs la psychanalyse ne peut vraiment prendre le relais de ce qui fonctionnait comme métaphysique et comme repère éthique pour toute une culture. Alors, toutes ces situations inédites, c'est certainement maintenant un nouveau champ d'expérimentation et, me semble-t-il, de recherche pour notre laboratoire, dont l'axe psychanalyse et médecine, qui est dirigé par François Villa, est l'axe historique, puisque le laboratoire s'est créé là-dessus, à partir de la présence des psychanalystes dans des services de médecine. Un axe qui évolue pour travailler et aborder ces nouvelles questions, qui sont des questions, au fond, inédites au moment où nous avons où a commencé l'aventure de la psychanalyse dans le champ de la médecine. Et ceci, me semble-t-il, va jusqu'à me remettre en question ou à interroger aussi
la dimension méthodologique de notre investigation. Il y a aujourd'hui, bien sûr, l'arrivée de méthodes qui sont des méthodes quantitatives, des méthodes différentes de celles qui avaient prévalu à l'époque des pionniers. Nicolas Alby et Ginette Rimbaud, bien sûr, mais Balint, etc. C'est-à-dire, au fond, le travail singulier qui pouvait être fait avec les médecins. Là, aujourd'hui, les recherches qui sont menées dans ce champ, évidemment, ont pris aussi d'autres allures qui sont des allures congruentes avec l'époque. Je ne vais pas être plus long, je voudrais juste remercier Karl-Leo Schwering et tout le comité pour l'organisation de ce programme est tout à fait impressionnant et semble absolument remarquable. Et tous ceux qui sont à l'origine de ce colloque, et je vous souhaite de pouvoir avoir le temps pendant ces jours de travail ensemble, de pouvoir déplier ces questions et les reprendre et les faire avancer. Voilà, merci. Bon, je dirais que c'est un grand plaisir, même un honneur, d'ouvrir ce colloque pluridisciplinaire sur vie psychique en cancérologie, quelle recherche. Attends, là. Oui, vous m'entendez là? Oui, bien entendu. Oui. D'ouvrir ce colloque pluridisciplinaire sur vie psychique en cancérologie, quelle recherche. Et je tiens à remercier en particulier Carl-Leo et l'ensemble du comité d'organisation, mais Carl-Leo en particulier qui a eu l'idée de ce colloque et qui l'a mené jusqu'à ce jour. Alors, je tiens à noter que ce colloque résulte d'une collaboration étroite entre l'Institut universitaire d'hématologie de Saint-Louis, que dirige le professeur Hervé Dombré, qui n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'il est en mission aux États-Unis, entre l'équipe d'accueil subjectivité, lien social et modernité de l'Université de Strasbourg, dirigée par le professeur Marie-Frédéric Baquet, et donc par l'équipe d'accueil Centre de recherche, psychanalyse, médecine et société. Ce colloque s'inscrit aussi à la fois dans la politique scientifique du CERPMS et dans le cadre du programme interdisciplinaire La personne en médecine de l'Université Sorbonne-Paris-Cité, qui le soutient et qui est co-animé par Céline Lefebvre et moi-même. Dès le début de ce que je viens de dire, vous aurez vu apparaître deux notions. Pluridisciplinaire, accolé au colloque, et interdisciplinaire, accolé au programme, au projet de recherche La personne en médecine. Je dirais que l'apparition successive de ces deux notions nous met au cœur, me semble-t-il, de l'un des problèmes qui va traverser ce colloque. De quelle nature sont les recherches qui vont être présentées aujourd'hui ? Il me semble que les recherches conduites à Saint-Louis dans le service adolescents, jeunes adultes, dirigé par le professeur Nicolas Boissel, et dans le service hématologie greffe de la moelle, dirigé par le professeur Régis Péfot de la Tour, vise à être interdisciplinaire plus que pluridisciplinaire. Je vais essayer de m'expliquer sur la différence que je fais entre ces deux termes. Suivant les leçons d'Edgar Morin, je rappellerai que le concept de discipline scientifique renvoie, et je le cite, à une catégorie organisationnelle au sein de la connaissance scientifique. Elle y institue la division et la spécialisation du travail, et elle répond à la diversité des domaines que recouvrent les sciences. Bien qu'englobée dans un ensemble scientifique plus vaste, une discipline tend naturellement à l'autonomie par la délimitation de ses frontières, le langage qu'elle se constitue, les techniques qu'elle est amenée à élaborer ou à utiliser, et éventuellement par les théories qui lui sont propres. La délimitation des disciplines correspond à ce qu'il caractérise comme la phase de la modernité de la recherche scientifique, qui succède à une phase classique où tout le monde pensait sur tout, avec une grande dispersion de l'attention et de l'énergie, dit-il. Dans le procès de délimitation des disciplines qui peut aller jusqu'à un cloisonnement exclusif, il est à noter que c'est dans le champ de la recherche médicale que le processus a été le plus loin. Faute de temps, je ne m'attarderai pas sur ce mouvement d'hyperspécialisation disciplinaire, mais je relèverai qu'il est surdéterminé par des facteurs très divers. Parmi il en est un qui est un des effets du progrès du savoir médical et d'une connaissance de plus en plus fine des déterminants biologiques d'une maladie. Mais il en est aussi qui résulte de considérations politiques, voire corporatistes, de la part des scientifiques de la discipline en question, et là, pas seulement dans le champ médical. Je reciterai Morin qui se demande comment on peut articuler les disciplines entre elles, et il décrit ainsi le processus d'hyperspécialisation, et il nous indique en filigrane les risques que cela comporte en nous évitant à les surmonter. Je le cite. La frontière disciplinaire, son langage et ses concepts propres
vont isoler la discipline par rapport aux autres et par rapport aux problèmes qui chevauchent les disciplines. L'esprit hyper-disciplinaire va devenir un esprit de propriétaire qui interdit toute incursion étrangère dans sa parcelle de savoir. On sait qu'à l'origine, le mot discipline désignait un petit fouet qui servait à s'autoflageller. Permettons donc l'autocritique, dans son sens dégradé. La discipline devient au contraire aujourd'hui un moyen de flageller celui qui s'aventure dans le domaine des idées que le spécialiste considère comme sa propriété. On peut néanmoins dire, c'est toujours Morin, très rapidement que l'histoire des sciences n'est pas seulement celle de la constitution et de la prolifération des disciplines, mais en même temps celle des ruptures de frontières disciplinaires, d'empiètement d'un problème d'une discipline sur une autre, de circulation de concepts, de formation de disciplines hybrides qui vont finir par s'autonomiser. Enfin, c'est aussi la formation, l'histoire de la formation de complexes où différentes disciplines vont s'agréger et s'agglutiner. C'est par rapport au franchissement, voire aux ruptures de frontières qu'il faut situer la différence entre inter- et pluridisciplinarité. En étant forcément schématique, je présenterai la pluridisciplinarité comme relevant de deux mouvements, dont les effets sont distincts. Le premier résulte de la curiosité qui porte un honnête homme de science, au sens du XVIIe siècle, à s'intéresser aux divers savoirs de son temps. Ce mouvement relève du désir de disposer d'une bonne culture générale étendue. Le second mouvement est déjà plus critique, car il survient dans un mouvement de crise que peut connaître une discipline lorsqu'elle rencontre les limites de son savoir et qu'il devient manifeste que le réel qu'elle cherche à saisir ne saurait être totalement circonscrit par une seule discipline. Ce moment de crise oblige à s'engager dans un mouvement critique qui permettra de mieux discerner ce qui est en jeu dans cette rencontre d'une discipline avec sa limite. C'est ce que Kant désigne comme un examen de réflexion de la validité des limites de la capacité de connaissance de l'homme ou d'un ensemble de revendications philosophiques, et ici on peut remplacer philosophique par disciplinaire. Dans ce contexte de crise, la prise en considération, voire la confrontation au savoir d'autres disciplines qui sont concernées par ce qui semble pouvoir être reconnu comme le même objet. Mais est-ce le même objet ? La méthodologie de chaque discipline ne construit-elle pas, à partir d'un réel qui toujours lui échappe, un objet qui lui est propre ? C'est là que surviendrait la pluridisciplinarité, comme tentative d'aborder un supposé même objet selon les différents points de vue de la juxtaposition et de la coexistence de regards spécialisés. En exagérant un peu, mais à peine, dans cette juxtaposition, les chèvres de chaque discipline restent bien gardées par elles, et les effets modificateurs des transferts qui peuvent s'opérer d'une discipline à l'autre sont atténués le plus possible et, quand ils ont lieu, sont méconnus ou négligés. Chaque discipline, croyant qu'elle est restée identique à ce qu'elle était avant cette rencontre avec un autre savoir. L'interdisciplinarité, au contraire, relève d'un processus de brouillage des frontières entre disciplines plus subtil et plus essentiel. Une précision. Brouillage ne signifie pas nécessairement confusion entre les disciplines ou amalgame des savoirs. Bien au contraire, du brouillage qui survient lorsqu'on rencontre les frontières de sa discipline peuvent justement surgir des éléments qui permettent de redéfinir à nouveau frais ce qui est effectivement le propre de cette discipline. L'objectif de l'interdisciplinarité est de mieux cerner ce réel qui constitue au cœur de chaque discipline ce que mon maître Pierre Fédida appelait l'interlocuteur étranger interne, avec lequel tout chercheur est en dialogue méconnu mais constant. Ce réel est méconnu parce que chaque discipline est construite à en construire une figuration qui est une image de ce réel et qui constitue simplement la réalité de cette discipline. Mais chaque discipline en vient à oublier que la réalité qu'elle a construite n'est qu'une image et qu'elle n'a que trop tendance à vouloir imposer hégémoniquement cette image comme étant le tout du réel dont nous avons bien du mal à accepter qu'il nous échappe fondamentalement et qui reste quant à son fond inconnaissable. Dans sa meilleure version, l'interdisciplinarité nous contraint à sortir de la logique paranoïaque du propriétaire. Cette logique nous conduit à décréter que la parcelle de savoir dont nous a doté notre discipline est le seul vrai savoir, et au nom de cette prétention, nous pouvons être conduits à disqualifier, à flageller celui qui, venant d'une autre discipline, ose s'avancer sur les terres de l'objet dont nous nous sommes décrétés indûment comme seul propriétaire.
Donc c'est en ce point-là que je reviendrai à ce qui se joue ici, parce que comme le rappelle très justement ce colloque, l'enjeu de ce colloque, c'est fondamentalement pas de présenter des résultats de recherche, mais d'expliciter, de mettre en discussion les étapes en amont, les moments de construction du dispositif de recherche à plusieurs, les moments de discussion, confrontation entre collègues de disciplines différentes, les moments de créativité, aussi de doute et parfois de tension. Je dirais que l'enjeu principal de ce colloque, c'est effectivement de s'affronter à des questions épistémologiques, à des questions méthodologiques et d'essayer de savoir quelles sont les conditions de possibilité d'une recherche interdisciplinaire. De ce point de vue-là, c'est intéressant, je dirais, de reprendre rapidement ce que développera peut-être plus Carl-Léo, comment a commencé la collaboration avec l'IUH. Dans le cadre des 2 derniers plans cancer, il a été très nettement mis l'accent sur la particularité et la spécificité de la population adolescente et sur la nécessité de construire des services dédiés à l'accueil de ces populations. C'est dans ce contexte qu'à Saint-Louis, en 2010, a été créé le service adolescents jeunes adultes. Et dans le cadre de la réponse aux appels d'offres des investissements d'avenir concernant les instituts hospitalo-universitaires, il y a eu un projet, qui était le projet Saint-Louis Institute, porté par François Sigaud et une équipe qu'il animait dont je faisais partie. Et dans cette équipe, il y avait un pôle sciences humaines et sociales à construire. C'est dans ce contexte que nous avons rencontré Hervé Dombré, qui à ce moment-là a posé le problème, voilà, on vient de créer un service adolescents, jeunes adultes à Saint-Louis, mais finalement on ne sait pas vraiment pourquoi il faut un service dédié aux adolescents et aux jeunes adultes. Quelle est la différence entre ce service et un service pédiatrique ou un service recevant des adultes? Quelles sont les spécificités psychiques de cette population qui peuvent avoir des conséquences sur la prise en charge? Comment peut-on en tenir compte comme obstacle ou favorisateur de cette prise en charge? Donc il y avait toute une discussion toute simple qui était finalement cette population, elle nous confronte à des problèmes, on sent bien qu'elle a des particularités, mais finalement, nous les médecins, on est assez à poil et on aimerait engager une réflexion avec vous là-dessus pour voir quels sont les enjeux de cette population, avec bien sûr à la clé des choses très pragmatiques, qui sont normales, je dirais, dans la logique médicale. Comment faire que les ados et les jeunes adultes suivent avec plus de compliance les traitements, comment ils vont se remanier, l'efficacité des traitements. Mais en même temps, on se rendant compte très vite de ce que Étienne Seigneur pourrait confirmer au niveau de l'expérience de Curie, c'est que parfois on obtient la guérison ou les rémissions de cancer, mais ce n'est pas qu'une affaire. On a eu la guérison, mais commence une somme de problèmes incalculables qu'il va falloir affronter. Donc sur cette base, il se demandait si des psychanalystes intervenant dans la formation des psychologues cliniciens ne pouvaient pas, avec les chercheurs médecins et soignants, engager un projet de recherche. Donc à partir de là, on a été confronté à un problème très simple. Je dirais, il y a des choses sur lesquelles les psychanalystes, me semble-t-il, nous n'avons pas à céder parce que c'est le cœur de notre discipline. J'irai vite comme ça, et il faudrait rentrer dans le détail, parce qu'une fois qu'on a dit ça, ce que je vais dire, on n'a rien dit. Et dans le travail interdisciplinaire, il faut le remettre en abîme et justement essayer de faire parler ce qu'on dit avec ces quelques mots que je vais dire. Je dirais, la question cruciale, c'est comment démontrer que cette sexualité, la chose sexuelle, le sexuel, que la psychanalyse met au fondement de l'humain et de ses activités, on ne peut pas l'ignorer. Il faut trouver un moyen de le prendre en considération dès qu'on s'occupe de patients. Deuxièmement, comment prendre en considération que cette chose sexuelle comporte de manière inhérente la naissance du conflit psychique. D'un conflit psychique qui va immanquablement créer des mécanismes de défense, dans le principal, et le refoulement, qui va permettre l'apparition de cet inconscient dont les psychanalystes s'occupent, et que sans prendre en considération cette dimension-là, on passe à côté de l'essentiel. Vous vous doutez bien qu'une fois qu'on a dit ça à des médecins, quelle que soit leur ouverture d'esprit, ils vous disent « mais de quoi vous nous parlez ?»
Je pense à Nicolas Boissel, quand on lui parle de subversion libidinale du corps les premières fois, il nous disait, mais qu'est-ce que c'est ce jargon? Donc à partir de là, en ayant nous comme visée que ce qui est en jeu pour nous, c'est dans la rencontre et dans le travail de recherche, de montrer finalement que ces hypothèses, cette façon de décrire le réel de la condition humaine que la psychanalyse a pu construire, a une pertinence, peut apporter quelque chose à la prise en charge des patients, peut apporter quelque chose, je dirais, au confort, à la meilleure qualité de travail des soignants. Comment s'y prendre? À partir de là, le premier travail qui commence, c'est effectivement pas un travail pour construire une langue commune ou un espéranto, mais de prendre la peine d'entendre, comme on avait commencé à le faire à partir des questions d'Hervé Dombré et Nicolas Boissel, quelles sont les questions que les médecins rencontrent à l'intérieur de leur pratique et quels dispositifs de recherche on peut mettre en place. À partir de là a été mis en place tout un dispositif qui est comment avoir des entretiens avec les soignants et les patients. Et alors apparaît quelque chose de très simple, que montre très bien Élise Ricada dans le chapitre de sa thèse consacrée à la revue de la littérature sur la question. Dès que les sciences humaines et sociales rentrent dans le champ de la médecine, et en particulier de la cancérologie, que la parole est donnée aux patients, alors on ne peut plus penser la sexualité en termes de génitalité, de coït, de comportement sexuel, mais apparaît un élargissement de la notion dans le discours des patients qui n'est pas si loin de l'élargissement que Freud se voit conduit à faire de la notion de sexualité pour prendre en considération des tas de choses qui montrent que le sexuel, c'est pas que la machinerie sexuelle, c'est pas que le coït, mais c'est un champ de diffusion extrêmement grand. Je dirais c'est extrêmement intéressant parce que c'est à partir de là, non pas comme présupposé de la psychanalyse appliquée au champ de la médecine, mais en montrant même que dans le discours des patients ou le discours des soignants qui disent « Ah, mais la façon de parler de la sexualité, des choses de l'amour avec un adolescent, c'est pas exactement la même façon que celle d'un adulte ou d'un enfant. Et puis ça crée des tels troubles ou ça nous crée tel ou tel problème. » À ce moment-là, on est complètement dans un champ qui permet de commencer d'abord nous-mêmes à comprendre qu'est-ce que c'est l'élargissement de la notion de sexualité que Freud a provoqué. Parce que c'est pas sûr qu'une fois qu'on a dit sexualité infantile, que les analyses répètent trop facilement, on n'est pas fini par oublier même ce que ça veut dire. Et surtout qu'on n'ait pas oublié ce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire. Donc c'est dans cette démarche-là, je dirais, que s'engage la recherche et que se met en jeu quelque chose qui est... chacun d'entre nous va être déstabilisé par les pratiques et les questions de l'autre. Il va être amené, sans sortir de son champ de recherche, à se rendre compte que certains mots du champ de recherche qui est le sien sont devenus des slogans qui finissent par devenir des mots creux. Comment les réinvestir, comment reprendre des vieilles notions à nouveau frais, et comment du coup probablement redonner force à une tradition qui est tout simplement en passe d'être violée par le conformisme disciplinaire. Et je finirai là-dessus parce que c'est, il me semble-t-il, l'enjeu de cette journée. Et donc l'idée qui a été reprise, c'est nos recherches à nous, CRPMS, sont sous le référent psychanalytique. Dans le champ de la cancérologie, il n'y a pas que ça. Il y a certains collègues qui sont proches de nous, d'autres plus loin. Mais ce qui nous intéressait, c'est de mettre en confrontation, en contraste, différents types de recherches et de cette façon-là, d'avancer un peu plus sur quelque chose qui serait une interdisciplinarité en acte. Donc voilà, je m'en tiendrai là. Merci beaucoup, François, pour ce panorama exhaustif de notre discipline. Et je donne la parole pour quelques instants à Carl-Léo Schwering. Et tu as raison, ce sera quelques instants puisqu'il est temps en fait. On va faire honneur à nos intervenants invités dans à peine 2-3 minutes. Je vais être très bref, je vais simplement souligner 2-3 choses qui viennent d'être dites. D'abord rappeler que nous avons effectivement des collègues partenaires. Nous avons évoqué
le laboratoire de Marie-Frédérique Baquet, qui est co-organisatrice de ce colloque, ainsi que la Société française de psycho-oncologie, dont plusieurs intervenants sont membres ici dans la salle. Ce que je souhaitais souligner, c'est simplement pour cet historique qu'Alain Vanier a fait, ça vaut la peine de le ressouligner parce que pendant, je dirais, plusieurs décennies, la question a d'abord été, elle l'est toujours, mais a d'abord été, mais au fond, comment est-ce qu'on est clinicien, psychanalyste ou psychologue ou psychiatre dans les services de médecine somatique? Qu'est-ce qu'on fait là, finalement, dans un champ, dans un contexte où nous sommes tout de même largement des étrangers, sinon parfois même des intrus? Et les noms qui viennent d'être cités, on pourrait en ajouter toute une série, on pourrait rajouter Daniel Brun, on pourrait parler de Daniel Oppenheim, enfin toute une série de collègues plus ou moins connus qui ont fait ce pari pendant de très longues années, de vivre, de partager cette vie psychique dans les services de médecine somatique et en particulier en cancérologie. Alors si je ressouligne ça, c'est que depuis cette époque, d'autres questions se sont posées et cette question c'est comment est-ce que dès le moment où on travaille à l'université, dès le moment, le terme thèse a été évoqué il y a 2 secondes, dès le moment où on fait des thèses, comme on dit, dès le moment donc où, et j'aimerais vraiment souligner ce point, il est fondamental, on travaille à l'hôpital sans y être nécessairement engagé, salarié, sous contrat, comme clinicien, mais qu'on est amené à y travailler dans le cadre de ce qu'on appelle un contrat de recherche, par exemple, ou un contrat doctoral, au fond, qu'est-ce que cette position impose comme invention, création d'un nouveau dispositif, le terme a été dit, on pourrait dire aussi cadre de recherche. Qu'est-ce que ça suppose comme type de lien avec les collègues qui sont sur place, les collègues, c'est-à-dire les équipes soignantes, les médecins, mais aussi, bien souvent, les psychologues ou psychiatres qui y travaillent déjà. Et surtout, qu'est-ce que ça génère, qu'est-ce que ça produit comme nouvelle manière de penser la recherche. Et en fait, ce colloque, c'est ça. Le colloque que nous organisons, c'est tenter de réfléchir à la façon dont on co-construit un dispositif de recherche avec les équipes sur place, avec les médecins, avec les anthropologues quand ils y sont. C'est ça la dimension pluridisciplinaire destinée à devenir, pense-t-on, espère-t-on, interdisciplinaire, transdisciplinaire. Et puis finalement, la question que ça pose aussi, c'est comment est-ce que, quand on a une vocation et une longue expérience de clinicien, comment est-ce qu'on développe, comment est-ce qu'on concilie ça avec cette position de chercheur quand on est à l'hôpital et qu'on n'y est pas, encore une fois, qu'on n'est pas destiné à y rester pendant 5, 10, 20 ans, mais qu'on y ait le temps d'une recherche qu'on mène ensemble. Comment est-ce qu'on concilie ces 2 identités? Ça n'est pas une mince affaire, loin de là. Et un peu l'espoir que ce colloque nous permettra aussi d'avancer sur ces questions-là, parce que vous allez avoir des interventions aujourd'hui et demain de collègues qui sont soit dans une position de chercheur, comme je le disais, tout en ayant eu une expérience de clinicien auparavant à l'hôpital, soit ce seront des interventions de cliniciens au sens qu'ils y travaillent contractuellement dans cet hôpital, mais qu'ils mènent en même temps une activité de recherche, soit ils sont les 2 en quelque sorte. Et ces 2, comme je le disais, identités, comment est-ce qu'on les concilie? On verra si on peut aborder ces sujets-là. Je ressollicite d'ailleurs les membres du comité d'organisation qui sont plus ou moins là devant, parce que ça va être essentiel de venir chercher nos orateurs sur le mode de la tension intéressante. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est que la tension qui figure dans le programme, c'est pas la question du conflit, mais c'est la question d'aborder les vraies questions qui sont très souvent mises un peu de côté dans les colloques, parce qu'on a tendance, à juste titre, mais de parler de ce qui fonctionne, de ce qui marche, de ce qui
j'espère, nous permet d'avoir un peu de plaisir quand même. Mais avant d'avoir ce plaisir, il y a quand même tout ce travail de confrontation interdisciplinaire, comme on le disait, ou même de ce travail où on se confronte avec des choix qu'on n'aurait peut-être pas fait si on n'était pas obligé de les faire à certains moments, parce que l'hôpital nous oblige à ça, parce que la collaboration avec les équipes nous oblige à ça. Et donc je ressollicite à la fois les membres dans la salle et les collègues qui ont préparé ce colloque, parce qu'on aimerait vraiment discuter ensemble. Et c'est pour ça que je m'arrête, parce qu'il est vraiment temps maintenant de passer la parole aux collègues.